Ah, la Chine. C'est quand même un pays très spécial. Tellement spécial que le gaming est très différent dans ce pays-là. C'est dû à l'histoire du pays, à la politique de la Chine populaire, et surtout de l'histoire du jeu vidéo dans ce territoire, car le jeu vidéo est apparu dans les foyers des Chinois en un seul claquement de doigts. Salut les gens, c'est Retro, et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire du gaming en Chine. En tout cas, plus spécialement en Chine populaire. C'est une suite directe à ma vidéo sur le gaming chez les soviets, que je vous recommande de regarder après cette vidéo. Prenez votre limonade et vos lunettes de soleil, car on part en Extrême-Orient. Pour les 2-3 personnes qui se sont demandé pourquoi j'ai précisé la Chine populaire, je vous explique le contexte avant. 1949, les communistes de Mao Zedong proclament la République populaire de Chine dans toute la partie continentale sinophone, excepté les colonies d'Hong Kong et Macao. Donc, pour éviter d'être sous tutelle communiste, les nationalistes de Sun Yat-sen se sont réfugiés sur l'île de Taïwan, revendiquée depuis par la Chine populaire. Donc, pour dire qu'est-ce que c'est le gaming chinois, je parlerai surtout de la Chine continentale, car déjà il y a plus d'1 milliard d'habitants, donc voilà. Mais je parlerai aussi de Taïwan, Hong Kong et Macao lors de cette vidéo. Mais surtout de la Chine continentale, car il y a le plus de trucs à dire, et le plus de bizarreries aussi. Donc je reprends, le temps passe, le gouvernement de Taïwan n'est plus considéré comme le gouvernement officiel chinois par l'ONU en 1971. La révolution culturelle se termine après 10 ans de chaos général, ce qui nous amène en 1976 à la fin des années maoïstes. On garde le communisme, mais on libéralise et on s'ouvre au monde. C'est le début du gars qui crée les réformes économiques chinoises sous Deng Xiaoping. La Chine populaire ouvre donc ses frontières pour le commerce, ce qui permet à quelques Chinois de découvrir les premières bornes d'arcade avec des jeux comme Pong ou Space Invaders. Même si la marque 3, connue en Europe en tant que Master System, débarqua officiellement à Taïwan début des années 80 avec quelques jeux, ce qui en fait la première console japonaise en territoire chinois. La console ne se fait pas vraiment parler d'elle, avec aussi son distributeur taïwanais Aeronix, se concentrant sur une autre console vers 1987 qu'on parlera après. C'est vraiment en 1985 que le jeu vidéo se développe en Chine populaire, avec les jeux d'arcade. Cette année, il y a eu une augmentation significative des salles d'arcade. Les jeux d'arcade, c'est trop bien pour le travailleur moyen, car ça ne coûtait pas cher pour une partie. Un salaire moyen en Chine, c'était l'équivalent de 214 pauvres euros par mois, tant que les seules consoles en apport comme la Famicom de Nintendo étaient à un prix faramineux de 2 mois de salaire à cause de 130% de taxes. Pour les micro-ordinateurs, je n'ai pas vraiment d'informations sur le sujet, donc je suppose que c'était très rare un ordinateur personnel dans ce pays, ou un micro-ordinateur tout court. Mais tout cela change quand un entrepreneur nommé Duan Yongping devient PDG d'une entreprise nommée Subor, au sud de la Chine, près de Macao et Hong Kong. Premièrement, ce gars remet au vert sa compagnie qui galérait, ce qui est très bien, mais surtout, il gère la conception d'une Famiclone, c'est-à-dire une copie de la Famicom, qui coûte 1/6 de cette dernière importée. Je vous nomme la D25, aussi connue sous le nom du petit empereur Xiao Bangwan. Cette console fut un succès. C'est grâce à cette console que le gaming a d'abord explosé en Chine, mais comme c'était un clone d'une console japonaise, vous vous demandez pourquoi ce ne fut pas interdit, n'est-ce pas? La Chine n'avait à l'époque pas vraiment de loi de copyright sévère jusqu'au début des années 2000. Donc pour l'instant, en Chine populaire, les fausses consoles régnaient sans problème, alors que depuis les années 90 à Taïwan et à Hong Kong, la Famicom sort sur ces territoires et encore, ces consoles sont très rares et on n'a pas vraiment de date précise sur la sortie sur ces territoires. Comme les Famicom étaient les rois du monde, il y a eu plusieurs jeux et adaptations de jeux déjà existants, dont des cartouches qui avaient plusieurs jeux intégrés, les fameuses cartouches 999 jeux en un. Et comme le marché n'était pas très régulé, il y avait plusieurs modèles de Famicom, dont quelques-uns avec des claviers comme la SP486D, sortie en 94, qui avait dans ses pubs Jackie Chan, l'un des acteurs chinois les plus connus du globe. Et ça claquait.
En même temps que les Famiclone qui explosaient, la Chine commença à recevoir des PC 32-bits, donc c'était le début du gaming PC de ce côté pour les Chinois aisés. Ils pouvaient jouer à de très bons jeux, piratés bien sûr, faut pas rigoler non plus. Du côté de l'île nationaliste, une console veut se battre dans cette guerre de consoles. Et cette fois, ce n'est pas un vulgaire clone. Dunhuang Technology est une compagnie taïwanaise fondée en 1983 et ils sont faits pendant 12 ans des systèmes d'information géographiques. Je vous laisse la définition sur Wikipédia. La compagnie voit du potentiel sur le jeu vidéo au milieu des années 90, donc ils commencent à créer une console 16-bits et vers octobre 95 sort la Super Akan. À première vue, on dirait un clone de la Super Nintendo, mais non. Il a dans le capot un Motorola 68000, processeur de la Mega Drive, et en vrai, elle peut bien rivaliser avec la génération précédente. À cette époque, il y avait déjà l'Atari Jaguar, la PlayStation et la Sega Saturn, et on ne parlait plus de console 16 bits, mais de console 32 bits, et bientôt 64 bits, avec des graphismes en 3D, ce que la Super Akan n'avait pas. Comme d'ailleurs un Prima. Cette dernière n'avait pas non plus une large ludothèque par manque d'envie de tiers, tant qu'il n'y a eu que 12 jeux sortis entre 95 et 96 pour cette console, des jeux qui ne sont pas très bons en plus. D'autres jeux furent prévus avec comprimé une extension, genre une extension CD comme la Mega CD, mais ils n'étaient pas sortis car la console fut un bid monumental. On n'a pas vraiment de nombre officiel de consoles vendues car en 96, la compagnie, derrière la console, fut obligée de fermer la porte. Mais vu que la console a fait perdre 6 millions à la boîte taïwanaise, je parle de dollars américains, pas taïwanais, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de consoles vendues. Surtout en voyant le prix d'une console d'occasion sur eBay. Malgré tout ça, elle a eu le mérite d'être la première et seule console de salon taïwanaise originale. Donc honnêtement, les Famiclone n'avaient pas vraiment de problème à se faire. En 2000, les consoles de jeux vidéo se font bannir dans la République populaire de Chine, sauf à Hong Kong et à Macao. Et encore, il y avait quelques exceptions, bien évidemment, car sinon, les lois, ce n'est pas drôle. La PlayStation 2 de Sony a eu l'occasion de sortir en Chine, populaire, mais ce n'était pas la plus grosse idée que Sony a pondue. En octobre 2002, le président de Sony de l'époque, lors d'une conférence à Shanghai, annonce que la marque Nippon va établir son influence en Chine et donc sortir la PlayStation 2. Une console donc. Mais il fut sorti en tant qu'ordinateur, pas de mention de jeux vidéo ou de gaming. 19 décembre 2003, Sony essaye de sortir la console et le gouvernement bannit la console d'aussitôt. Finalement, c'est en 2004 que la PS2 sort avec 10 jeux au lancement, alors qu'à la même époque, cette dernière avait déjà 300 jeux au compteur à Taïwan et à Hong Kong. Et comme les gens s'en fichaient du copyright, les jeux furent copiés et vendus au marché noir, donc impossible de vendre la console à perte pour être rentable. C'est en 2005, donc un an après, que Sony sort du marché chinois, et après ils reviennent avec la PS4, mais bon... Chut. Par contre, il n'y a eu qu'une seule compagnie nippone, je connais, qui s'est accrochée à ce marché de la console en Chine communiste, et c'est Nintendo. En juillet 2002, Nintendo cofonde une compagnie avec une personne américano-taïwanaise au nom charmant de Dr. Wai Bien, et cette compagnie, c'est iQue. Je vous recommande chaleureusement la vidéo de Luna Kivja sur le sujet si vous voulez plus de détails. Après la vidéo, bien entendu. Et oui, ça se prononce Kivja et pas Kayo. Bref. iQue était donc la filiale de Nintendo en Chine communiste, ce qui facilitait la production et la commercialisation des consoles dans ce pays fermé. En novembre 2003, cette filiale sort la Nintendo 64 en Chine, sauf que ce n'était pas la console qu'on a connue dans le reste du monde. Et non, Bibi, elle ressemble à ça! Une console manette qui est reliée directement à la télé. C'est une Nintendo 64 2.0 mon gars. C'est tellement une console du futur qu'au lieu d'utiliser des cartouches, la iQue Player, comme on l'appelle, utilise des cartes mémoire. De quoi stocker quelques jeux et de quoi éviter le piratage. D'ailleurs, pour acheter les jeux, il fallait apporter sa console dans une borne spécialement faite pour ça. D'ailleurs, cette console était tellement futuriste qu'on pouvait télécharger des démos et des jeux par internet, soit 2 ans avant la Wii et sa chaîne Boutique Wii.
entre 8000 et 12 000 unités. C'est un beat terrible et tout. Mais bon, Nintendo reste dans ce marché chinois en sortant cette fois que des consoles préexistantes sous la marque iQue comme la Game Boy Advance, la Game Boy SP, la Game Boy Micro, la Nintendo DS, la Nintendo DS Lite, la Nintendo DSi et la Nintendo 3DS XL avec, pour le fun fact, en Chine, est sortie avec seulement 2 jeux pendant toute la vie de la console. En 2017, quelques jeux GameCube et Wii sortent enfin en Chine sur le Nvidia Shield en HD. En 2018, Nintendo arrête tous les produits sous la marque iQue et commence à collaborer avec Tencent pour sortir sa Nintendo Switch en Chine en 2019. 4 millions en fin 2022, en comptant les consoles importées et encore, il y en a peut-être plus. Il n'y a presque aucune donnée de vente pour le simple fait que on ne sait pas. Et voilà, j'ai fait la partie Nintendo de la vidéo pendant que la firme Nippon sortait ses consoles comme ça dans le marché chinois pour tester un peu. Les Chinois découvrent Internet et les cybercafés. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. En 2000, vous savez, les consoles de jeux vidéo sont en quelque sorte bannies. Seulement les consoles de jeux, car les ordinateurs, eux, sont toujours en circulation. C'est comme ça qu'en 2002, il y a 110 000 cybercafés ouverts dans le pays. Avant, c'était 40 000, il y a 2 ans. Non, mais non, je ne vais pas crier. Mais ils jouaient à quoi les Chinois sur PC? À l'époque, ça jouait à des jeux piratés et aussi à d'autres jeux qui n'étaient pas piratés parce que c'était des MMORPG chinois comme Fantasy Westward Journey ou en bon mandarin Manhuang Seiyu qui fut sorti en 2001 pour Windows. Jeu 100% chinois car ce fut développé par NetEase dont c'est leur premier jeu et c'est l'un des premiers MMORPG en Chine. 400 millions de joueurs en 2015. Waouh! C'est énorme! Remarquez, la plupart des jeux populaires en Chine, ce n'est que des jeux online, avec les jeux mobiles aussi. Mais bon, comme c'est aussi en online, je combine les deux plateformes dans la même catégorie. Farmville, vous vous en souvenez? Les Chinois, ils savaient aussi du Farmville. Avant nous, mais après les Japonais. Happy Farm était sorti en 2008, développé par les studios chinois 5 Minutes, et contrairement au nom du studio, les gens y étaient connectés H24. 23 millions de joueurs actifs en 2010, chaque jour. C'était tellement le feu en Chine, les jeux online, que quelques jeux qu'on connaît ont été refaits pour le marché chinois comme Minecraft. 700 millions d'utilisateurs enregistrés. Et en plus, contrairement au reste du monde, c'est gratuit. Mais c'est tellement incroyable. Il est où l'arnaque? Tous les jeux en online que je vous ai présentés sont gratuits, certes, mais ils sont un truc pour eux, pour que ça soit rentable. Vous connaissez, vous les testez. Bon. Et après? Après, l'homme, notre ancêtre, a essayé de s'établir dans la paix. Non, je déconne, voici le reste de la vidéo. Entre temps, il y a eu les jeux d'arcade qui ont fait leur grand retour en 2009 après la fin de leur ban. Mais bon, je n'en parle pas vraiment car c'est anecdotique comparé au reste de la vidéo. En 2015, les consoles de jeux sont de nouveau de retour avec quand même des contrôles sur les jeux qui sortent. Et surtout, il y a un retour de la méfiance autour des jeux vidéo en Chine populaire. En 2007, une étude montrait que les jeunes passaient en moyenne 40 heures par semaine en ligne. En août 2018, le ministère de l'Éducation chinois alerte le gouvernement chinois et la radio-télé chinoise, qui donne des autorisations pour les jeux vidéo, au sujet de la myopie qui augmente du côté des jeunes à cause des petits écrans des smartphones. D'ailleurs, c'est en 2018 qu'ils vont montrer ces papiers d'identité pour créer un compte de jeux vidéo. Parce que en fait, ils fonctionnent avec des comptes de jeux vidéo pour se connecter à des jeux vidéo. Comment vous voulez que je vous explique? En tout cas, ça limite le temps de jeu pour les jeunes. Depuis, il y a eu que des bannissements, et voilà. Avec aussi des gens en Chine qui ont fait le premier AAA chinois en 2024. Moi-même, j'étais pas au courant. Je sais pas si vous étiez au courant, mais bon. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle m'a pris trop de temps. À cause des cours, à cause aussi de la varicelle que j'ai chopée, à cause aussi de mon travail, et à cause aussi de mon livre que je suis en train d'écrire. Bon, comme les Chinois le disent, allez, Seijian. Ça fait quand même 5 ans que je bosse en chien.